merci d'être venu pour cette réunion publique, la troisième que nous organisons donc, par rapport à, ce projet donc, de métro que l'association Métro Bordeaux a sorti il y a presque un an maintenant, du même jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Geoffrey Roux, qui est le maire de la ville de Lorient qui nous est aujourd'hui, et donc du coup Madame Mélier. Vous n'entendez pas? Non. Je suis désolé, on n'a pas de micro, donc on va essayer de pousser un peu la voix. Donc Madame Mélier, qui nous fait le plaisir d'être là également, sachant que c'était un soutien de longue date de notre projet. Voilà. Sur laquelle nous pourrons compter pour nous défendre auprès de la métropole. Métropole, dont vous savez sûrement qu'une étude a été commandée. En fin août, on a appris de Clément Rossignol-Pêche, le vice-président. Étude qui aura lieu courant du coup 2023. Il y a un appel d'offres qui va être lancé d'ici octobre, je crois, d'ici la fin de l'année pour déterminer avec quel cabinet ils vont travailler. L'objectif de cette étude, c'est de vérifier, parce que nous on pense que c'est faisable, mais la métropole souhaite vérifier en tout cas la faisabilité de ce projet et également tester notre propre projet, puisque pour le coup il y a certains éléments de ce projet qu'on ne peut pas calculer, notamment pour ceux qui connaissent la rentabilité socio-économique ou le bilan carbone. Donc, ce sont des données aujourd'hui importantes quand on définit un projet de cette importance-là. Et du coup, ils vont tester cette hypothèse-là, en plus de l'hypothèse qui sera peut-être dégagée de l'étude de ce cabinet. Donc, l'objectif ici, c'est de débattre avant tout de l'enjeu qu'il peut y avoir pour la rive droite, puisque une des principales caractéristiques de cette ligne, c'est de rejoindre les deux rives, puisqu'on sait très bien que la ligne A est particulièrement problématique sur ce tronçon entre Senon et le CHU Pellegrin, qui est régulièrement saturé. Donc le but, c'est d'essayer de trouver une alternative à ce tram A, ou en tout cas essayer de le soulager, puisqu'il arrive un petit peu à bout de souffle, notamment sur ce tronçon-là. Donc je ne sais pas si tu veux intervenir davantage. Voilà, on va peut-être laisser les élus présents ici nous parler un petit peu de leur vision de la mobilité en rapport avec ce projet ou pas d'ailleurs, mais voilà, le but étant de créer du débat et de faire en sorte que nos déplacements dans la métropole s'améliorent. Bon, écoutez, comme on dit, on se connaît depuis le début, donc je vais essayer de parler plus fort, c'est ça. Alors, d'abord, avec l'été que nous venons de passer, il y a vraiment besoin de passer un vrai cap en termes de décarbonation de nos déplacements. Il y a urgence donc sur l'ensemble du territoire à avoir une vraie politique offensive sur cette question des déplacements. Ce n'est malheureusement pas le cas de la politique mise en place par le gouvernement actuel. Au-delà des discours, les actes manquent et surtout l'argent. Premier point, effectivement à souligner, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de décision politique prise au niveau national pour aider vers des déplacements, notamment décarbonés. D'autre part, vous connaissez ma position et celle de ma force politique sur la question, et nous sommes franchement favorables, effectivement, au métro. Je sais que nous pouvons avoir des débats, ça sur après les différentes lignes, etc. Mais c'est sur le fond, nous pensons effectivement qu'aujourd'hui, il faut se donner un métro, vu les enjeux environnementaux et sociaux, et nous pensons que nous ne pouvons pas faire dans la demi-mesure. Notre agglomération doit taper fort et vite, avec donc le métro, sachant que tous les ans, sur le département de la Gironde, c'est plus de 20 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a un accroissement très important de population et donc de demande au niveau des déplacements. Donc, à ce titre, je crois que nous devons envisager le métro comme un RER souterrain de Paris, comme un RER souterrain. Certains vont faire remarquer que ça coûte cher, et ils ont raison. Simplement, faut-il encore se donner effectivement la vision politique, l'objectif politique. Mais cet investissement ne doit pas être vu seulement comme une réponse immédiate, même s'il y a urgence, je pense.
mais comme un investissement à long terme. Et c'est bien ça la question qui est posée aujourd'hui. Il y a des investissements à court et moyen terme. Le métro, c'est un investissement à long terme pour, je dirais, je vais jusqu'au bout, 50 ans, voire plus. Voilà. Donc, à partir de là, ça demande effectivement des investissements importants et lourds. Alors, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Il faut pour cela une aide donc de la part de l'État. Et je voulais, et des ressources pérennes. Et je voulais citer l'exemple de la Société du Grand Paris, qui lève chaque année plus de 600 millions. Donc, il faut effectivement mesurer l'ampleur des moyens à mettre en place. La troisième idée que je voulais développer, nous avons eu un débat avec M. Bobonne lundi soir, lors de la concertation sur le RER bordelais, métropolitain. Alors, débat un peu vif, le débat c'est ce qui compte. Je le dis sereinement, il serait mortifère dans notre bataille sur les mobilités et notre ambition de métro que nous opposions les modes de déplacement entre eux. Je pense qu'il faut le voir comme une complémentarité. Il faut plus de tout pour faire face aux enjeux. Le vélo n'est pas une réponse seule, le train non plus, le tram non plus. Donc, ne faisons pas enfermer dans de faux débats. La mise en place, en plus de la ZFE, la zone donc, de faible émission de gaz à effet de serre, nous oblige à réfléchir vite à des réponses pertinentes, au risque d'augmenter la fracture territoriale et sociale. Non, nous avons besoin de plus de trains, mais là encore, malheureusement, le gouvernement français fait un plan ferroviaire minimaliste qui permet juste la régénération du réseau. Regardons plutôt les articulations dynamiques entre les différents modes de transport que nous pouvons construire ensemble. Je crois que c'est de cette manière que nous avons déjà travaillé, que nous pouvons continuer de travailler. Donc il y a certainement besoin de dépasser le cadre de la métropole. Il faut vraiment l'articulation. Il y a tout à la fois la métropole proprement dit, mais en articulation effectivement avec les communes voisines. Et on le voit de plus en plus. Hier j'étais à Saint-André-de-Cubzac et je peux vous dire que l'attractivité de la métropole, par l'emploi notamment, l'activité économique, fait qu'effectivement beaucoup, mais en même temps, les moyens de transport ne sont pas tout à fait adaptés pour ces secteurs. Donc, la question qui est posée, réfléchissons ensemble donc à cette complémentarité, réfléchissons ensemble sur les aspects financiers, mais sur les responsabilités des uns et des autres, et particulièrement de l'État. C'est un défi qu'on peut relever tous ensemble dans le débat et dans nos choix. Voilà ce que je voulais vous donner pour ouvrir la discussion. Peut-être vous pourriez parler quelques secondes sur l'étude qui a été annoncée à Bordeaux Métropole. Si vous en Alors, faites bien en parler parce que ça faisait longtemps qu'effectivement, vous avez travaillé sur ces questions-là et nous, on est avec vous. Et malheureusement, il y a eu une étude qui a été faite sur à peine 6 mois du temps de la présidence de M. Bobet. Et c'était à la... excusez-moi, mais ça ne correspondait pas du tout à ce que nous attendions. Ce qui fait que, enfin, après discussion, débat entre nous au niveau de, comment on appelle ça, du schéma de mobilité au niveau de la métropole, l'idée a été avancée d'une étude sur le métro pour se projeter sur le long terme. Mais le fait d'avoir retenu l'étude me semble un point d'appui pour effectivement après réfléchir tous ensemble et voir faire accélérer les choses. Parce que c'est ça, disons qu'on a mis le pied dans la porte. Et donc c'est comment on va pouvoir effectivement enrichir l'étude. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le point d'appui, et c'est ça qui est l'élément essentiel, c'est l'étude et l'ouverture du débat à partir de l'étude et de vos contributions. On peut se réjouir que ce débat s'ouvre. Voilà, c'est ça. Présent, là, et c'est pour tout pareil. Ouvrons le débat.
et sur des points d'appui, des études qui nous aident après à discuter, à concerter, à donner notre opinion, tout simplement. Mais c'est important d'avoir effectivement des éléments techniques. Vous avez les vôtres, l'étude nous en donnera aussi. Et voilà, donc oui, c'est un premier succès, disons, par rapport à l'action que votre association mène depuis des années. Pour l'instant, voilà ce que je voulais vous donner, mais dans le débat, éventuellement. Bon, je vais essayer, alors bonjour à tous déjà, je vais essayer de ne pas être trop long. L'objectif c'est que vous puissiez avoir la présentation de ce projet-là. Donc déjà, je remercie Claude Mélier de sa présence parce que de toute façon, en tant que soutien, elle est là depuis le début auprès des équipes de Métro de Bordeaux. Je voudrais remercier aussi les élus qui sont présents et vous tous parce que c'est un sujet sur la rive droite qui nous est parlant. Je pense que s'il y a bien un endroit dans la métropole sur lequel nous sommes confrontés à des difficultés de mobilité, c'est bien la rive droite. Et quand on avait évoqué il y a quelques mois de ça, de faire cette réunion ici, je pense qu'on n'aurait pas espéré qu'elle se fasse à un moment où finalement Bordeaux Métropole aurait changé son fusil d'épaule et aurait accepté d'approfondir ou tout au moins de conforter les éléments d'analyse qui ont été portés par votre étude. Voilà, on est vraiment dans un moment charnière. Je pense que peut-être que vous me contredirez, mais je pense que ce qui fera la réussite de ce projet, c'est la dépolitisation. Je pense qu'il ne faut pas avoir une approche extrêmement politique de l'histoire. Je pense que beaucoup de gens ont soutenu ce projet, quel que soit leur bord politique, et il faut continuer à avoir cette approche-là et aller chercher des soutiens, qu'ils soient au niveau de l'État, qu'ils soient au niveau de la région, du département et de Bordeaux Métropole. Voilà, je rebondirai juste sur un point de Madame Mélier, parce que vous avez évoqué l'engagement de l'État sur les mobilités. Juste ce point pour qu'on remette un petit peu de sens. 13 milliards d'euros ont été investis dans les transports du quotidien par l'État. 13 milliards d'euros, prenons conscience que beaucoup de fonds avaient été investis que dans des grands projets, comme essentiellement les LGV. 13 milliards d'euros sur les 5 dernières années dans les mobilités du quotidien, c'est probablement largement insuffisant. Il y aura probablement besoin de beaucoup de participation de l'État pour la réussite d'un projet comme le vôtre. Mais en tout cas, il y aura besoin de tous les partenaires pour arriver à faire réussir ce projet-là. Ce projet, je voudrais juste qu'on puisse le resituer dans un mix de mobilité un petit peu plus large. Je pense qu'on pourrait d'ailleurs l'appeler le métro girondin, parce que l'objectif, c'est pas tant qu'il percute uniquement la métropole, c'est qu'il va apporter aussi des solutions de déplacement à des gens qui sont en dehors de la métropole, aujourd'hui qui doivent se loger en dehors de la métropole. Et en apportant aussi une solution de déplacement pour les métropolitains, on va permettre à ceux qui sont loin de la métropole de peut-être, pour ceux qui en sont contraints, d'utiliser leur voiture ou d'autres modes de déplacement de manière plus facilitée. Dans les moyens de déplacement qui sont aujourd'hui, et là je vais prendre ma casquette d'adjoint au maire de Lormont, il y a des sujets sur la ville de Lormont sur lesquels on est très attentif en termes de déplacement. Pour les déplacements internes à la métropole, on est très attentif aux études qui sont menées actuellement sur la construction d'un téléphérique. On n'est pas du tout sur le même flux de passagers à traiter, mais en tout cas c'est un sujet sur lequel il faut aussi que nous soyons tous attentifs, parce qu'il apportera peut-être à une dizaine de milliers de personnes chaque jour une solution de déplacement. Madame Mélier disait très bien, hein, il faut explorer toutes les solutions. Il n'y en a pas une sortie du chapeau qui permettra aux gens de mieux se déplacer. C'est toutes les solutions combinées les unes aux autres qui permettront aux gens de mieux se déplacer. Et le métro doit s'inscrire dans cette logique-là. Et c'est ce qu'elle apporte aujourd'hui et dans le tracé qui est proposé, qui ne sera peut-être pas le tracé définitif. Il y a cette notion d'intermodalité qui me semble aujourd'hui incontournable. On doit relier des points entre eux qui permettent aux gens d'arriver en voiture, d'arriver en train, d'arriver en tram et de pouvoir naviguer entre les moyens de transport. Pour rappeler également ce que fait la métropole aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, alors peut-être plutôt sur des opérations tactiques, sur la notion de la rocade. Je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui évoluent parce que la rocade est une grosse zone de congestion et il faut la traiter aussi. Si on veut que les gens puissent rejoindre des points d'appui pour prendre le métro et les transports en commun, il faut qu'ils puissent se rendre sur ces points d'appui. Et parfois la voiture reste le seul moyen de s'y rendre. Donc il faut aussi qu'on fluidifie. Les conclusions qui ont été portées par le groupe de travail sur la rocade sont plutôt intéressantes. Il y a tout ce qui touche après au dernier kilomètre de déplacement, le vélo, la marche, tout ça c'est important. Je pense que quand on va pouvoir aller sillonner la métropole sur des temps de trajet réduits comme vous le proposez, on aura la capacité de prendre un vélo pour faire les 500, les 600, les 800 derniers mètres. Et donc ça c'est extrêmement important également. Voilà, j'en dirai pas plus, moi je suis convaincu de l'utilité de ce projet, je suis surtout convaincu qu'il ne faut rien rejeter. Il ne faudrait surtout pas qu'en 2030, pour ceux qui explore un peu ce qui se passe sur la métropole depuis longtemps, on en ait la même conclusion sur le métro qu'on a eu sur le grand contournement. Il
faudrait pas se dire à un moment ou à un autre, on aurait dû le faire, mais de manière un peu rapide, on l'a mis de côté pour des raisons qui pouvaient être bonnes ou mauvaises, et finalement le regretter. Et la décision de Bordeaux Métropole d'entamer des études sur le sujet me semble être une bonne décision pour qu'on ne regrette rien. Merci à vous, Madame Hélier et Monsieur Ruiz. Merci aussi justement à Monsieur Ruiz de nous accueillir ici à Lormont. C'est l'occasion de faire cette intervention sur la rive droite et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps parce que ce projet, on l'a pensé aussi, notamment pour la rive droite. Donc je vais vous le présenter. Évidemment, cette ligne de métro, elle cherche notre projet global de mobilité qui est structuré autour d'une ligne de métro, elle cherche à répondre à des enjeux globaux. Parmi ces enjeux globaux, c'est le premier de nos soucis, c'est de décarboner les déplacements. Et pour décarboner les déplacements, l'un des moyens, c'est évidemment des transports en commun, et des transports en commun plus attractifs. Pas simplement pour contraindre les gens de prendre les transports en commun, mais aussi et surtout pour d'abord les convaincre de prendre les transports en commun. Et donc, finalement, faire des usagers, des acteurs vraiment de la décarbonation des déplacements. Le deuxième point, qui est vraiment majeur, et c'est lié aussi à cette appétence aussi pour la décarbonation des déplacements, le deuxième point, c'est que d'ici 2030, les études de l'AERBA nous disaient, donc d'ici une dizaine d'années, les études de l'AERBA nous disent, attention, il y aura 42% de déplacements supplémentaires effectués sur le réseau de transport en commun. À cela, il y a plusieurs raisons. L'attractivité de la métropole, donc une augmentation de la démographie, de l'augmentation de la population de la métropole, et aussi une augmentation de la mobilité. Et évidemment, un report modal de la voiture vers les transports en commun. 42%, pour vous donner une idée, ça représente 260 000 voyageurs supplémentaires par jour. C'est quasiment l'équivalent de la ville de Bordeaux en termes de population, mais c'est aussi l'équivalent, grosso modo, des lignes de tram. Il y a quelques années, ça transportait déjà 260 000 voyageurs par jour. Ça veut quasiment dire doubler la fréquentation sur les lignes de tram. Là, ça oblige à imaginer des transports en commun non seulement plus attractifs, mais aussi plus capacitifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent transporter davantage de monde que ce que nous avons aujourd'hui. Le troisième enjeu auquel on a souhaité répondre avec ce projet global de mobilité, c'est de faire plus de place pour les modes actifs de déplacement. Parce qu'effectivement, il n'y a pas simplement les transports en commun qui permettent de décarboner les déplacements, il y a aussi la marche, il y a aussi le vélo. Et donc on y a pensé très fortement dans le cadre de ce projet. Et il se trouve que le métro, l'un des intérêts du métro, c'est que c'est un mode de transport en commun très peu encombrant, puisque ça passe soit sur un viaduc, soit en souterrain, et que donc en surface, eh bien, la surface peut être affectée en priorité à la vie de quartier et donc aux modes actifs de déplacement. Et enfin, ça rejoint cette idée de besoin de transport en commun moins encombrant. L'un des soucis, c'est de végétaliser davantage la ville. Pour Bordeaux, on aura d'ici quelques années le climat de Séville, j'étais un peu vite, on aura le climat de Séville d'ici quelques années. Ça veut dire forcément une chaleur beaucoup plus importante et donc la nécessité de végétaliser l'espace public pour diminuer les îlots de chaleur et finalement renforcer à l'inverse les îlots de fraîcheur. Or, pour végétaliser les rues, nécessairement, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'espace. Si on commence par mettre les vélos, les voitures, les piétons, plus des bus dans les rues, tout ça, ça passe pas, il faut faire des choix. Et c'est pour ça que le métro permet de faire ce choix-là, de passer les transports en commun en souterrain pour réserver la surface à la végétation, au vélo, aux cyclistes, même en sortant éventuellement la voiture de l'espace public. Évidemment, cette ligne de métro répond également à des enjeux spécifiques à la rive droite, et c'est ce sur quoi je vais revenir maintenant. On a vraiment pris en compte la rive droite lorsqu'on a pensé cette ligne de métro. C'était vraiment un des enjeux. Pour vous donner un petit peu le contexte, on sait très bien que
il y a déjà eu un projet de métro à Bordeaux dans les années 80-90, début des années 90, l'histoire se termine en 94 par un vote négatif à la communauté urbaine. Et l'un des obstacles qui finalement a causé la perte du projet de métro de Chaban, c'est justement la faible desserte de la rive droite. Donc nous, on a cherché à ne pas reproduire cette erreur, et on sait que politiquement, la desserte de la rive droite est essentielle. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pensé que la desserte de la rive droite, ça a été vraiment une de nos priorités. D'ailleurs, globalement, les deux extrémités de la ligne ont été nos deux priorités. Vraiment penser à ces, finalement, au bout de ligne qui sont finalement très importants. Donc le premier enjeu auquel on a souhaité répondre avec la ligne de métro, c'est d'abord desservir des quartiers éloignés des infrastructures lourdes de transport en commun. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours, aujourd'hui, malgré nos 75 km de lignes de tramway, il y a toujours des quartiers qui sont à l'écart du réseau de transport en commun lourd. C'est le cas de la Benauge, qui est un des derniers quartiers prioritaires qui n'est pas desservi par le réseau de tram aujourd'hui. L'autre, c'est Thouars, et justement, c'est de l'autre côté de la ligne, c'est aussi desservi par le métro. Mais il y a également des opérations d'urbanisme qui aujourd'hui sont en train de se monter, et je pense que vous les voyez, ces grues qui se montent. Et pourtant, on construit des quartiers entiers et il n'y a aucun moyen de desserte lourd qui est mis en place. C'est pour ça que le métro, par exemple, traverse Brazza ou la zone, le nouveau quartier des Champs-Belvédère pour justement irriguer ces nouvelles opérations d'urbanisme. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est d'offrir une solution au flux entrant à l'intérieur de la rocade. Effectivement, on s'aperçoit lorsqu'on prend à la fois les enquêtes ménage-déplacement, lorsqu'on prend les études de l'Urba, que la plupart des usagers, quand ils viennent de l'extérieur, leur but c'est de rentrer à l'intérieur de la rocade. Donc, à ces usagers, il faut leur proposer des solutions, leur offrir des solutions. Donc, c'est l'un des objectifs de ce métro, d'offrir des solutions aux usagers qui entrent à l'intérieur de la rocade. Et la rive droite, vous le savez sans doute mieux que moi, la rive droite est vraiment une porte d'entrée finalement de la métropole, d'où la sensibilité de cette question de la desserte de la rive droite. Ensuite, le troisième enjeu, c'est de connecter plus efficacement la rive droite à l'hypercentre et au CHU. Plus efficacement parce que la ligne A est saturée quotidiennement. Donc, d'ici quelques années, on ne saura plus faire entre la liaison entre rive droite et rive gauche à cause de la saturation. Si en plus on ajoute les enjeux liés aux travaux sur le pont de Pierre qui pourraient occasionner quelques difficultés en tramway, ça veut dire qu'aujourd'hui, le seul lien entre la rive gauche et la rive droite, il tient seulement, en transport en commun évidemment, il tient seulement au pont de Pierre et à la ligne A. Il est important de doubler cette ligne A pour offrir des alternatives en cas de problème et surtout des alternatives plus capacitives et plus performantes. J'ajoute, mais j'y reviendrai plus tard, que c'est d'autant plus pertinent, et là la métropole nous a fait une sorte de cadeau presque empoisonné, mais un cadeau quand même, avec les deux futures lignes de tram, c'est surtout vous a fait un cadeau empoisonné. Les deux futures lignes de tram, E et F, qui vont se greffer sur le réseau existant, et notamment la ligne, alors je crois que c'est la ligne E, mais j'y reviendrai, ou la ligne F, non ça va être la ligne F, qui va faire Floirac-Blanquefort. Cette ligne F va contribuer à dégrader finalement la liaison entre le Haut-Senon, le Haut-Floirac, vers le centre-ville et le campus. Donc ça va être une réponse à ça, mais j'y reviendrai plus précisément tout à l'heure. Ensuite, l'autre enjeu, c'est de connecter directement la rive droite aux trois campus principaux de l'agglomération. Alors les trois campus principaux, il n'y en a que deux ici, mais c'est le campus Carrère, donc à côté de l'hôpital Pellegrin, c'est le campus de la Victoire, et c'est aussi le campus évidemment Talence, Pessac, Gradignan. L'une des faiblesses du réseau actuellement, c'est que lorsque de la rive droite vous voulez rejoindre le campus de Talence, Pessac, Gradignan, vous êtes obligé de changer à Hôtel de Ville. Ça veut dire une correspondance et ça veut dire aussi alourdir la charge dans les rames de manière finalement un petit peu inutile, puisque si vous aviez le métro qui faisait ce trajet-là, eh bien vous permettez de désaturer la ligne A pour des transports du quotidien que peut-être vous avez à prendre pour aller à Mériadec ou ailleurs. L'autre enjeu, c'est de relier directement la rive droite à la gare Saint-Jean. Là aussi, c'est une des lacunes du réseau actuel. Aujourd'hui, vous voulez aller de la rive droite à la gare Saint-Jean. Vous devez soit prendre un bus relativement lent,
relativement ou pas du tout, lent ou court, ou alors prendre à la fois le tram A puis le tram C. Et là aussi, vous avez une rupture de charge, donc ça veut dire un allongement des temps de parcours et donc une attractivité diminuée. Là, ce que l'on propose avec le métro, c'est que de la rive droite jusqu'à la gare Saint-Jean, eh bien, vous prenez le métro et vous n'avez pas à changer de ligne. Et vous allez évidemment beaucoup plus vite. Alors, ce qu'on a imaginé, c'est une ligne de métro évidemment, mais c'est bien au-delà d'une ligne de métro puisque c'est un projet global. C'est vraiment un projet global de mobilité que l'on a imaginé. Et ce projet global de mobilité est articulé autour d'une ligne de métro. Alors cette ligne de métro, elle dessert 5 communes, Bordeaux, Senon, Gradignan, Pessac, Talence. Alors ce qui nous intéresse ici pour la rive droite, c'est Bordeaux et Senon. Cette commune des services, c'était important pour nous. Pourquoi? Parce que la première phase du tramway desservait 5 communes également. Donc on est vraiment sur une reproduction de ce même schéma. On ne peut pas reprocher à cette ligne de métro d'être bordelot-bordelaise. Non, elle intéresse autant de communes que la première phase du tram à Bordeaux. Donc c'était un élément très important pour nous. Ensuite, donc, ça fait 19,3 km entre Talence-Thouars et Senon-la-Morlette. Donc 18 stations qui ponctuent cette ligne avec une vitesse commerciale de 40 km/h, c'est extrêmement important. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, le tramway aujourd'hui en hypercentre est en dessous de 15 km/h. Donc ça veut dire qu'on est au-delà de double en termes de vitesse commerciale. D'ici 2035, à l'inauguration du métro, ça serait 160 000 voyageurs par jour qui seraient transportés, 200 000 en 2040, 5 ans après. On s'est inspiré de la progression que connaît le métro à Rennes pour déterminer ces chiffres-là. A priori, la conduite de ce métro serait automatique, puisque la plupart des métros qui aujourd'hui sont inaugurés sont automatiques. Donc on serait également sur cette technologie-là, ce qui permet une fréquence maximale et puis un niveau de fiabilité proche de 100%. Que vous alliez à Rennes ou à Toulouse, vous avez des niveaux de fiabilité vraiment exceptionnels. Et là aussi, pour vous donner un ordre de comparaison, par exemple, au mois d'août de 2021, le réseau de tram était à moins de 60%. Le taux de disponibilité du réseau de tram était de moins de 70%. Donc là, on passe de moins de 70% de disponibilité sur le réseau de tram en août 2021 à cause des travaux à un taux de disponibilité proche de 100%. Donc vous voyez un petit peu le gap entre les deux. Alors ce projet global de mobilité articulé autour d'une ligne de métro, il permet justement d'insister sur cette intermodalité. Donc on a 5 stations de métro sur la rive droite, entre Senon et Bordeaux, donc des Champs-Élysées, entre-deux-mers, c'est-à-dire Venoge, Brazza, Senon-Gare et Senon-la-Morlette. On connecte le métro au reste du territoire grâce aux lianes et ce qu'on a appelé également des métrobus. Alors les métrobus, c'est ce que la métropole appelle actuellement les bus express. Mais nous, on a préféré métrobus parce qu'il y a des métros dedans, donc forcément ça collait plus à notre projet. Donc on a appelé ça métrobus, mais c'est exactement la même logique que les bus express de la métropole. Ces lianes et ces métrobus sont connectés au tram et au métro pour gagner du temps depuis les autres territoires non desservis directement par le métro, donc à savoir Bouliac, le Val-Floirac avec l'Arena notamment, et la presqu'île d'Ambès. Également, donc là c'est pour la métropole, mais pour l'extérieur de la métropole, la ligne de métro est également connectée au car express, notamment au car express qui va vers Créon, vers la Traîne, ce qui permet de gagner du temps également depuis l'extérieur de la métropole. C'est également un métro connecté au RER pour gagner du temps depuis l'extérieur de la métropole. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça se passe plutôt à Senon-Gare, mais la ligne de métro est également connectée au RER au niveau de la gare Saint-Jean et au niveau de la Médokine, ce qui permet finalement aux usagers qui viennent par exemple de Libourne ou de plus loin, de s'arrêter à la Médokine et de prendre directement le métro pour arriver soit au CHU, soit sur le campus. Donc ça permet depuis Libourne d'avoir un accès direct, efficace et vraiment rapide à des équipements de l'agglomération et des équipements métropolitains et même girondins très importants. Par exemple, quelqu'un qui veut aller à la cité administrative aujourd'hui, et bien là, demain, il peut s'arrêter à la Médokine et en deux ou trois stations de métro, il arrive directement à la Médokine. Donc c'est vraiment hyper attractif plutôt que de prendre sa voiture.
Et enfin, nous avons été très loin puisque nous avons imaginé autour de cette ligne de métro une refonte, et d'ailleurs merci à Antonin Forest qui en est à l'initiative. On a imaginé une refonte du réseau de bus, mais aussi une refonte du réseau cyclable avec un réseau cyclable hiérarchisé. Donc c'est vraiment important pour nous. On est vraiment sur une logique de réappropriation et de requalification de l'espace public, de la surface, au profit des modes actifs. L'idée du métro, c'est vraiment pas de faire de la place pour plus de voitures, c'est vraiment faire de la place pour les modes actifs, parce que c'est notre conviction profonde, c'est notre philosophie, et puis on n'est plus dans les années 80, donc il faut aussi faire avec son temps. Donc on a imaginé un réseau cyclable hiérarchisé, avec un réseau express indépendant de tous les autres modes de transport. Donc c'est-à-dire que sur ce réseau express, vous ne trouverez pas de bus, vous ne trouverez évidemment pas de voitures, et vous ne trouverez pas non plus de piétons. Donc ça permet d'avoir vraiment des pistes sécurisées. Et à côté, vous avez des pistes cyclables de rabattement vers le métro, ce qui permet de, avec la combinaison vélo plus métro, de gagner là aussi beaucoup de temps. Alors ceci dit, qu'est-ce que ça donne en pratique? Parce que bon, les intentions peuvent être jolies a priori, mais en pratique, qu'est-ce que ça vous donne au quotidien? Au quotidien, par exemple, entre la piscine Galin et la cité administrative, aujourd'hui vous mettez 45 minutes. Demain, avec le métro, vous mettriez 16 minutes. Donc là, vous gagnez 64% de votre temps de transport. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec 30 minutes supplémentaires juste à l'aller. Et ça permet, le métro permet aussi de gagner du temps, même quand on n'est pas directement sur une station de métro. Par exemple, si vous partez de Lormont aux Iris, qui n'est pas une station de métro, donc là vous êtes obligé de prendre le tramway et ensuite le métro, et bien malgré la correspondance tram-métro, eh bien vous gagnez là encore pas mal de temps, puisque vous gagnez près de 20 minutes. Aujourd'hui vous mettez 50 minutes, demain vous pourriez mettre 32 minutes. Là aussi c'est considérable. On en vient au petit cadeau de la ligne, donc c'est le tram E. La réponse c'est le tram E entre Sonon-la-Morlette, qui est une station de métro, et Victoire, qui est une autre station de métro. Aujourd'hui, vous devez prendre le tram, vous vous arrêtez à Sainte-Catherine et vous continuez à pied, vous mettez 32 minutes. Avec le tram E, donc, qui vous oblige à une rupture de charge à Porte de Bourgogne, ou alors vous continuez à pied, vous mettriez demain 34 minutes. Donc, avec les deux nouvelles lignes de tramway sur le réseau existant, eh bien, ça vous fait perdre du temps. Donc ça fait réfléchir aussi que cet ajout de 2 lignes supplémentaires sur le réseau de tram existant. Demain, en tout cas, avec le métro, vous n'avez plus ce problème-là, vous mettez plus que 12 minutes. Alors là, vous gagnez quasiment 20 minutes. Pareil, lorsque vous partez de Floirac et que vous allez de Floirac jusqu'à Montagne-Montesquieu, aujourd'hui 59 minutes. Avec le futur tram E, vous perdriez du temps. Et en revanche, avec le métro, vous êtes plus qu'à 45 minutes, donc là vous êtes bien en dessous de l'heure pour le déplacement. Là, exemple pour l'extérieur de la métropole. Je vous ai dit, le métro ne s'adresse pas simplement aux métropolitains, hein. Le métro s'adresse également aux usagers de l'extérieur de la métropole. Et bien pour aller de Créon jusqu'à Gambetta, donc la place Gambetta, aujourd'hui 76 minutes, demain vous vous approchez de l'heure. Donc là, le temps de vous raccourcissez également vos temps de trajet. Et enfin, Artigues près Bordeaux, donc on avait contacté aussi pour qu'ils soient présents lors de cette réunion parce que ça les concernait aussi, on n'a pas eu de réponse. Artigues près Bordeaux, Gambetta, vous mettez aujourd'hui 53 minutes, demain vous mettez plus que 37 minutes. Donc ça, c'est vraiment une révolution de la géographie de la métropole et de l'aire urbaine que le métro. Et donc je vous remercie de votre attention et maintenant on est disponible pour vos questions, pour répondre à vos questions. Vous n'êtes pas présenté. Alors, je suis Michael Bobonne, je suis le fondateur de l'association Métro de Bordeaux. J'ai participé à la relance de ce projet. Le coût et le financement ont été Alors le coût, on est sur, je vous ai dit 19,3 km. On considère que une ligne de métro coûte 100 millions d'euros du kilomètre. 100
100 millions d'euros du kilomètre, ça nous amène à près de 2 milliards d'euros. Ce financement est largement supportable par la métropole au regard de son budget actuel, qui est également de 2 milliards d'euros. C'est un investissement sur 10 ans, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à la métropole de débourser directement 2 milliards d'euros. Ça veut dire que la métropole va débourser plusieurs centaines de millions d'euros par an, ce qui correspond à son rythme d'investissement dans les transports en commun actuellement. Par ailleurs, on s'appuie sur des investissements, sur la collaboration de partenaires, puisque on finance les trains de la région. On imagine que la région va financer aussi le métro. On espère en tout cas que ce sera un terme de réciprocité. Donc une participation, une subvention à la fois de l'État, de la région, du département. Éventuellement de l'Europe. De l'Europe, normalement c'est acquis. État et Europe, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis le reste, c'est de l'emprunt. Et d'ailleurs, en termes de coûts, on parle toujours de l'investissement, il faut aussi considérer le fonctionnement. Parce que c'est important, on peut investir pas cher dans un gouffre financier après. Et dans ce cas-là, on a un gouffre financier à gérer, mais bon, c'est pas grave, l'investissement, c'est plus nous qui gérons après. Donc nous, on est sur une logique beaucoup plus durable et responsable, où on considère l'investissement qui est effectivement coûteux, mais aussi le fonctionnement. Aujourd'hui, pour produire 1 kilomètre de tramway, c'est-à-dire que chaque rame qui fait 1 kilomètre, ça coûte à la métropole 10,55 €. À Lyon, chaque kilomètre produit par le métro, c'est 6 €. À Toulouse, le métro, c'est 8,50 €. Et Rennes, on est entre 7 et 8 €. Donc le métro est beaucoup moins cher à exploiter qu'un tramway. Ça suppose un don supplémentaire sur la Garonne. Fonds supplémentaires, ça dépend, c'est-à-dire que notre projet, Tu passes de pour le coup, est prévu donc, via le pont Saint-Jean. Par contre, avec une possibilité de le faire en souterrain également, c'est-à-dire que notre projet, on l'a prévu en aérien parce qu'effectivement, comme on disait, donc on est plutôt sur 100 millions de kilomètres quand on est dessous, par contre c'est moins cher quand on passe en dessus. Donc l'objectif, à la fois dans les bouts de ligne, parce que les bouts de ligne sont en aérien également, c'est de faire en sorte que le coût global de cette ligne soit évidemment le plus abordable possible. Donc pour le coup, le franchissement de la Garonne se ferait donc soit en aérien, soit en souterrain, en fonction des problématiques et de coûts qu'on pourrait avoir. Et en tout cas, il n'y a pas de problème majeur à passer sous la Garonne. Ce sera des choses à voir, on va dire, avec l'étude notamment qui va être produite, qui nous permettra également de répondre à cette question-là. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait de mettre en aérien par rapport au coût. Non, ça Un serait aérien sur le pont Saint-Jean. Non, ça serait sans doute pas sur le pont Saint-Jean. A priori, on avait imaginé cette possibilité-là. Mais le pont Saint-Jean, la charge du pont Saint-Jean ne supporterait pas l'ajout d'un métro en plus. Donc a priori, ce ne serait pas sur le pont Saint-Jean, ce serait sur un pont supplémentaire. Possiblement. Après, ça, évidemment, on n'a pas les moyens de vous donner une réponse catégorique aujourd'hui. On n'est pas à ce stade-là de décision. Mais c'est des possibilités qui restent ouvertes. Pont Saint-Jean, moi. Sur le financement, je sais que dans le Grand Paris, ils avaient aussi sollicité une taxe bureau. Tout à fait. Et une taxe bureau et aussi pourquoi pas de solliciter après tout la région Île-de-France. Parce qu'il y a beaucoup de sièges parisiens qui sont délocalisés à Bordeaux. On voit bien que ça s'étale sur les compagnies. Là, sur la partie taxe Olivier peut-être répondre, puisqu'effectivement, c'est une des demandes que vous faites Oui, assez régulièrement. Oui, pour financer effectivement le métro Grand Paris, effectivement, il y a la possibilité de taxer les bureaux, mais aussi on peut taxer les parkings, voilà. L'hypermarché. Nous, ce qu'on a souhaité faire, effectivement, c'était imaginer une ligne à un niveau de fiscalité constant. Voilà. Après, c'est d'autant plus facile de faire cette ligne-là si en plus on ajoute des taxes supplémentaires, tout à fait. Mais même sans ajouter de taxes supplémentaires, parce que évidemment ça peut réfréner,
sans imaginer de taxes supplémentaires, on arrive à faire cette ligne-là. Donc si en plus on ajoute une taxe supplémentaire, on peut imaginer encore plein de choses. Monsieur au fond de la question. Oui, bonsoir. Je voulais savoir à quelle échéance vous voyez la fin des travaux, c'est-à-dire combien de temps ça va durer à peu près. Bon, on est grosso modo sur une dizaine d'années à partir du moment où ça. J'entends pas. On est à peu près entre le moment où on commence et le moment où ça se finit, on est à peu près sur une dizaine d'années. Donc là aujourd'hui, Pas plus. imagine, non, on serait aujourd'hui, si la métropole en 2023 décidait de se lancer officiellement dans le métro, on serait sur du 2032-2034. Sans polémiquer, hein, Oui, bien pour sûr. le bus à haut niveau de service, là, dont vous parlez d'ailleurs Ouais. ici, on est à pas loin de 8 ans, il n'est pas terminé. Alors qu'on est juste sur un bus, vous voyez ce que je veux dire. C'est justement un de nos arguments, c'est-à-dire que souvent on peut nous dire oui, mais on est encore reparti pour des années de travaux et les Bordelais on aura le bol des travaux au mois de premier. Mais pour le coup, l'impact au niveau de la surface d'un métro est uniquement au droit des stations. Donc pour le coup, la majorité Ça impacte de toute façon, qu'il soit souterrain ou aérien. très peu, ça c'est-à-dire que par exemple, au niveau de entre Mériadec et Victoire, par exemple, vous auriez donc une station au niveau de Mériadec, une station à la Victoire. Entre les deux, il n'y a pas de travaux de surface. Donc pour le coup, la circulation peut passer, il n'y a aucun problème avec ça. Donc on avait fait, je ne sais pas si tu les as là, voilà, pour mesurer en fait l'impact justement en termes de travaux. La place de la Victoire, par exemple, il y aurait la moitié de la place qui serait utilisée pour les travaux pour faire la station, et après il n'y a pas de travaux dans les rues. C'est en souterrain. C'est en souterrain. Et oui, je suis moins persuadé, j'ai vu quelques métros dans ma vie en construction. Ouais. Je suis moins persuadé de ce que vous dites, mais bon, on verra. Peut-être que C'était le cas de les Rennes, technologies par ont exemple. évolué, si vous voulez, C'est depuis, exactement ça, parce que pour vraisemblablement. le coup, ça dépend comment est construit le métro. Si on le fait au tunnelier, si on creuse sous les boulevards, enfin, ça dépend de comment est fait. J'ai eu une vie un peu. Alors j'ai vécu à Bordeaux, mais j'ai aussi vécu à Rennes, et il s'est trouvé que j'ai vécu à Rennes à la fois pendant les travaux de la première ligne et pendant les travaux de la deuxième ligne. Je peux vous assurer que les travaux du métro à Rennes sont concentrés au niveau des stations. Il y a quelques travaux en surface, évidemment on ne peut pas vous dire, il y aura 0 travaux en surface pour le métro, Notamment évidemment. si on veut végétaliser, etc. il y aura quelques Voilà. impacts. Et il y aura évidemment les travaux des stations. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous pouvez voir rien qu'avec pour le BHNS par exemple sur le cours d'Abri. Ça n'a strictement rien à voir. Ou même à Mérignac pour l'extension du tram A. Ça n'a vraiment rien à voir. Là où vous fermez carrément toute une artère pour construire un BHNS ou pour construire un tramway, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir des travaux aussi impactants pour... Le HNS, c'est un bus, hein, d'accord. Ah, Je vous engage à faire un petit tour là-bas sur l'avenue sur laquelle va circuler le Ah, mais le cours HNS. d'Albret notamment. Et vous allez voir que ça ne nécessite pas beaucoup de travaux, mais beaucoup d'encombrements. ça Beaucoup nécessite et des longs travaux. Voilà. Il faut faire des déviations de réseau, il faut en plus avoir une plateforme assez résistante pour faire circuler des bus toutes les 5 minutes et sans risquer des ornières pour ne pas revenir. Donc ça demande beaucoup de travaux. Je sais pas, je suis un peu sceptique, hein, parce qu'en effet, on va profiter pour passer du câble en souterrain, on va profiter de ceci, on va profiter de cela. Je vous dis, ça fait 8 ans qu'on en entend parler, le BHNS, d'accord. Il y a juste 3 stations de fait, ou 4 peut-être, du côté de Saint-Médard, et il n'est pas encore arrivé au boulevard. Hein. Monsieur ? Oui, compte tenu des remarques qui sont faites sur la durée des travaux d'un tel projet, par rapport au tracé que vous préconisez, comment vous avez tenu compte de l'évolution urbaine de cette métropole? Et est-ce que les élus qui sont là, notamment, se posent la question des objectifs urbains de la métropole, puisqu'on vit sur des décisions qui ont été prises il y a une vingtaine d'années, où l'objectif c'était d'avoir une métropole d'1 million d'habitants, avec ce qu'on connaît maintenant de la réalisation partielle de cet objectif et de ce qu'on voit construit. Comment tenir compte de ce qui peut se passer dans les 30 ans à venir pour fixer et figer une ligne de métro telle que vous la proposez là, et notamment ce qui me gêne, mais je peux le comprendre, c'est que vous évitez la desserte de pratiquement toutes les grandes zones industrielles de l'agglomération.
il n'y a rien qui dessert les zones industrielles. Or, un des problèmes actuels de saturation du fonctionnement des transports, c'est le déplacement domicile du travail entre des gens qui habitent d'un côté et qui vont travailler de l'autre. Et il me semble en tout cas que le tracé tel que vous le présentez ne correspond pas à une solution par rapport à ce type de problématique. Si vous voulez répondre sur l'avenir de la métropole. D'abord, sur l'avenir de la métropole, moi, comment vous expliquer effectivement, je partage les interrogations de monsieur sur effectivement le schéma tel que vous l'avez présenté. Et je pense que pour se situer dans les 30 à 40 que vous avez évoqués, c'est qu'il faut effectivement avoir une vision, à mon avis, de quelle métropole on veut. Et effectivement, avec un apport d'habitants très très important. Donc, est-ce qu'on doit en rester à ce qui existe aujourd'hui, ou est-ce qu'on... la question qui est posée, c'est quel avenir? Et l'avenir, c'est le développement de l'activité économique. C'est sur ça qu'il faut se situer. Et quand vous évoquez le fait que les zones industrielles, malheureusement, ont diminué sur la métropole, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt les activités tertiaires qui dominent, mais je suis pour effectivement qu'on aille vers un développement de l'activité industrielle, notamment sur les questions de l'aéronautique et du spatial. C'est un secteur, et jusqu'à maintenant, c'est un secteur peu desservi. Et là, les encombrements sont énormes dans ce secteur-là. Vous allez de Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce secteur pour assurer les déplacements? Je pense que la question qui a été soulevée mérite effectivement qu'on y réfléchisse. Donc comment on va allier le développement économique tout à la fois au travers de l'activité industrielle, ça a été dit, et le tertiaire? Bon, moi pour ma part, je serais pour qu'on ait des approches encore beaucoup plus précises, et notamment dans la recherche, et faire en sorte qu'il y ait un développement beaucoup plus lié aux attentes de la population, qui veut dire, permettez-moi de le citer, des relocalisations d'activités. Et c'est bien sûr ça, me semble-t-il, qu'il faut aussi qu'on réfléchisse. On ne peut pas rester en l'état tel que c'est aujourd'hui. Donc il faut envisager effectivement une dynamique économique. Et donc à partir de relocalisation et d'un savoir-faire qui existe dans notre région. À partir de là, effectivement, mais c'est mon opinion, c'est pas celle proprement dit de la métropole. Moi, en tant qu'élu communiste et vice-présidente à la métropole, voilà comment je conçois l'avenir. Déjà. Si vous le permettez, ce que je veux dire dans ma remarque, c'est que avant d'analyser un projet comme ça, puisque la métropole va faire une étude complémentaire, il serait intéressant que la métropole se pose des questions sur sa vision à 30 ans, même si on se trompe complètement, c'est normal, la prospective, tout le monde s'est planté. Non. Mais il n'y a pas de remise en cause, à ma connaissance en tout cas, au niveau des instances métropolitaines, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient des élus, de la façon dont on a conçu la métropole il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Et il me semble qu'on paye actuellement, bon, il y a des choses très positives et il y a des choses très négatives. Mais il n'y a pas eu de bilan pour savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Le PLU, on pourrait parler du PLU, c'est autour de ça qu'on va construire des mobilités. Où on met les habitants, où on met les activités, et qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Alors effectivement, c'est pas moi qui vais répondre là ce soir, parce que vous avez entièrement raison. C'est effectivement à partir de là qu'il faut qu'on réfléchisse à un tracé notamment, et des propositions qui sont faites par rapport au métro. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, celle de la complémentarité des moyens de transport. Parce que c'est ça qui va permettre de mailler le territoire au plus près des besoins des gens. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez fait vos propositions, déjà, si vous voulez, certaines de vos propositions, elles existent. C'est à un moment donné, c'est comment ces propositions-là, la diversité, vos propositions vont rencontrer celles qui existent déjà. Et c'est ça qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis, de répondre davantage effectivement aux attentes.
Mais voilà, je dirais que c'est vrai que l'axe premier, ou la réflexion première, c'est de répondre à ce que sera la métropole dans 10, 15 ou 20 ans, d'un point de vue du développement de la métropole. Donc pour l'instant, je peux vous donner que mon sentiment, que je viens de faire, mais plus, comment dire, je pense que la question que vous venez de poser, c'est celle qui devrait être posée aujourd'hui. Voilà. Si je peux me permettre de compléter ce que vient de dire Claude Mélier, je pense qu'en dehors de cette prospective à 30 ans, et en dehors des projets que la métropole a pu avoir avec l'objectif d'une métropole à 1 million d'habitants, aujourd'hui, ce n'est pas un objectif. On sait qu'à 10 ans, avec le flux de 20 000 nouveaux habitants en Gironde chaque année, la métropole bordelaise, elle aura son million d'habitants de manière contrainte ou forcée. Les flux migratoires vers la Gironde créent aujourd'hui cet état de fait. Je pense que le métro aujourd'hui, il apporte la réponse aux nouveaux habitants des 10 prochaines années. J'ai quelque part envie de dire, peut-être que ce projet-là, pour répondre à cette prospective à 20, 30 et 40 ans, elle devrait être complétée. Peut-être d'autres lignes de métro. Peut-être que cette ligne-là, elle apporte une réponse aujourd'hui. Il devrait y avoir d'autres lignes demain. Claude Mélier le disait très bien, et on le disait aussi en introduction. Le métro, c'est une solution. Il va falloir améliorer le transport en train, il va falloir améliorer le transport de marchandises, il va falloir quand même à un moment se questionner de manière pragmatique sur le ferroutage. Il va falloir aussi permettre aux gens qui n'ont d'autres solutions que de se déplacer en voiture, d'utiliser les axes routiers de manière un peu plus simple qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de honte à se dire aussi qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer. Et concrètement, c'est aussi compliqué pour ceux qui doivent se loger à 40 km de Bordeaux parce qu'ils n'ont pas d'autres capacités financières de pouvoir le faire. Se loger dans la métropole aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient extrêmement complexe. Et je pense que c'est un vrai sujet, au-delà même de l'aspect économique. Quelle métropole on veut? Est-ce qu'on veut une métropole dans laquelle les gens peuvent se loger? Ou est-ce qu'on veut une métropole aujourd'hui de laquelle beaucoup de gens sont exclus pour l'accès au logement et doivent aller se loger à 30, 40 km de leur... des pôles d'activité, parce qu'aujourd'hui les pôles d'activité ont été définis sur un acte plutôt rive gauche, et aujourd'hui les problématiques de déplacement, elles sont liées à ça, au fait qu'on est contraint de se loger très loin de son travail. Je ne pense pas que les gens font le choix aujourd'hui d'aller se loger à 50 km de là où ils travaillent. Donc il y a une vraie complémentarité, il y a une vraie interconnexion de tous les modes de transport. Et après je maintiens, une ligne de métro à 40 ans, ça ne sera pas suffisant. Ouais. Ouais, déjà, il faut commencer par une. Ouais, non, mais on va déjà valider celle-là. Mais on a imaginé cette ligne dans un projet vraiment global de mobilité. Et nous, ce dont on est convaincu, c'est que la mobilité, c'est deux choses. Donc ça marche sur deux jambes. La première jambe, c'est les transports, effectivement. Donc c'est la ligne de métro. La deuxième jambe, c'est l'urbanisme. Et si vous nous suivez, on parle assez régulièrement d'urbanisme parce qu'on est convaincu que c'est l'une des sources des problématiques que l'on rencontre actuellement. Vous parliez des zones industrielles et même des zones d'activité que l'on pense, par exemple à Mérignac, ou même celle de Blanquefort, par exemple. Prenons celle de Blanquefort. Le tram C a été construit et amené jusqu'à la gare de Blanquefort. À côté de la gare de Blanquefort, vous avez une zone d'activité. Est-ce que vous croyez vraiment que ça a décongestionné la zone d'activité de Blanquefort? Pas du tout. C'est même plus embouteillé qu'avant, je pense. Comment l'expliquer alors qu'on a envoyé un tramway? Très simplement, c'est qu'en réalité, on a mis des boîtes, quand je dis boîtes, c'est vraiment des boîtes à chaussures les unes à côté des autres, sans imaginer ce que ça pouvait donner en termes de flux de transport derrière, de flux de mobilité derrière. Et forcément, ça ne donne pas grand-chose de bien. Ça fait des origines-destinations tellement diversifiées qu'une ligne de tramway, ça n'y répondra pas. Mais on pourrait envoyer le métro à Blanquefort, que ça n'y répondrait pas plus non plus. Le problème, c'est véritablement un problème d'urbanisme. Et le métro, il ne peut pas répondre à des problèmes d'urbanisme. Il y a un moment, des problèmes d'urbanisme, ils doivent se résoudre avec des politiques d'urbanisme. Et c'est vraiment un problème qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que je partage entièrement votre propos. Et notre propos, ce n'est pas de dire que le métro résoudra tout, c'est de dire que le métro, c'est une jambe. Et il y a l'autre jambe, c'est l'urbanisme. Et cet urbanisme, c'est pour ça que nous, quand on voit des sièges sociaux inaugurés en bord de rocade à 1 km de la plus proche station de tramway, ça nous paraît une aberration aujourd'hui. C'est vraiment un aspirateur à voiture. Et c'est l'un des problèmes. Lorsqu'on voit, par exemple, je rebondis sur le RER, mais quand on voit c'est tout à fait dans ce sens que j'intervenais. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, à Lormont, où
la politique d'urbanisme a consisté à renforcer l'habitat au détriment de l'activité économique. Qu'a fait l'activité économique? Elle s'est installée le long de la 89. Et on a créé, par la politique d'urbanisme, qui peut se justifier, mais concrètement, on a de l'habitat, mais on n'a plus d'activité économique. On en a moins. On a moins d'activité économique et on est parti sur la 89 et qui va maintenant jusqu'à Libourne. Alors je ne partage pas votre point de vue quand vous dites ça sera obligatoirement. On vit la même chose que ce qu'on disait il y a 40 ans par rapport à Paris. L'hyperconcentration parisienne qui captait la totalité de l'activité et des habitants de la France. La Gironde, c'est le plus grand département français. Il y a 550 communes en Gironde et il y a des pôles secondaires qui peuvent jouer des fonctions intéressantes par rapport à l'accueil de ces 20 000 personnes dont on dit que ça sera obligatoire qu'elles vont toujours venir en Gironde. J'en suis moins persuadé, mais enfin, peut-être, prenons cette hypothèse, ces 20 000 personnes peuvent se répartir sur un territoire qui est très grand et qui offre des pôles d'activité qui ne demandent d'ailleurs qu'à se renforcer. On a des pôles comme Saint-André, Libourne, Langon, le bassin d'Arcachon et le Blayais, sur lesquels on peut bâtir des véritables politiques. Et d'ailleurs, ça commence un peu, la réflexion commence au niveau de la métropole, puisque les relations entre Libourne et la métropole commencent à avancer un peu dans ce sens-là. Sauf qu'on voit que ce genre de choses, lorsqu'on parle de ville d'équilibre, nous on est fondamentalement pour renforcer Langon, Espars, Arcachon, Libourne, des pôles comme ça d'équilibre, on est fondamentalement pour. Sauf qu'on voit qu'aujourd'hui, lorsqu'on a cette ambition-là, ce qu'on renforce en réalité, c'est pas Libourne, Langon, etc. C'est la périphérie de Libourne, la périphérie de Langon, etc. Donc en réalité, on étale avec des lotissements et des zones d'activité qui, plutôt d'être à côté de la rocade, vont être à côté de Langon. Et là, pour le coup, quand on est à Langon, mais dans la périphérie de Langon, ça ne sera pas le RER qu'on prendra, ce ne sera pas le tramway, ce ne sera pas le métro, ça sera la voiture, à coup sûr, et même pas le vélo. Donc cette idée est belle, il y a une belle ambition derrière en disant les 20 000 habitants, plutôt que de les mettre dans la Gironde entière, on va les mettre à Langon, Libourne et certainement pas à Bordeaux. Déjà, ils auront envie d'aller. Juste pour vous répondre sur le obligatoire sur la métropole, avec le flux d'habitants aujourd'hui, on a quasiment 930 ou 940 000 habitants sur la métropole. Il est quand même fort peu probable qu'on évite le million à l'horizon 2030. Je ne suis pas sûr que ça... Voilà, c'est loin d'être un objectif. Quand je dis obligatoire, ça me semble difficilement évitable, même si on cherche à renforcer des villes périphériques à la métropole. Après, effectivement, on ne peut être que d'accord sur la volonté de créer des pôles d'activité ailleurs. Je serais ravi d'ailleurs qu'on puisse en avoir sur l'arc de la rive droite, le long de la rocade, avec des pôles d'activité qui pourraient être desservis par des transports en commun et qui permettraient d'être reliés à des transports plus structurants qui rejoignent la ville-centre ou qui rejoignent les villes périphériques. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a, dans ce qui est construit aujourd'hui, on a peu d'échanges entre les modes de transport. Et c'est ce que la métropole aujourd'hui cherche à compenser avec la réflexion sur des parkings relais extérieurs à la rocade. Aujourd'hui, quand vous prenez le bus ou quand vous prenez le train ou vous voulez prendre le tram, il y a quasiment, enfin, je ne vais pas dire pas, mais il y a très peu d'endroits où vous avez tous ces modes de transport qui sont interconnectés. Et on se rend compte que les parkings qui sont proches des rocades sont vides. En fait, les parkings relais sont vides. Pourquoi? Parce que le réseau de transport sur lequel ils s'appuient est beaucoup trop lent au final pour rejoindre la destination à laquelle on va. Donc c'est totalement dissuasif. Je voudrais quand même rappeler que beaucoup d'entreprises se sont installées à proximité de la rocade. C'est justement, c'était l'objectif au départ. Et que, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut installer davantage d'entreprises dans la mesure où l'essentiel, voilà, c'est ça déjà. Non, mais effectivement, la question quand même qui est posée, c'est celle de l'activité économique et, vous dites de l'urbanisme, je dirais la question du logement, l'habitat. Et de plus en plus, la question est posée de l'habitat près du lieu de travail. Et pour précisément réduire le temps de domicile-travail.
Mais parfois, on se rend compte que les gens n'habitent pas à côté de leur lieu de travail par choix. C'est-à-dire que, Non. ils n'ont peut-être pas forcément envie d'habiter à 2 minutes de leur travail, c'est peut-être pratique comme ça. Mais donc, ils ont simplement, peut-être envie d'être dans un quartier autre que celui où ils travaillent. C'est compliqué. mais à un moment donné, excusez-moi, Oui, bien sûr. c'est pas toujours en termes de choix. Vous parlez de choix, mais le choix, de plus en plus, les gens l'ont pas pour effectivement. Et bien oui, parce qu'en plus, j'avais cet après-midi en bureau de la métropole une délibération sur l'arrêt de l'artificialisation effectivement des sols, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question est posée. Sur la métropole, on souhaite construire 7500 logements sociaux par an. Et la question qui est posée, c'est comment on va faire pour éviter l'artificialisation des sols. Ce qui veut dire qu'on va construire sur la ville elle-même avec la volonté donc de réduire, mais aussi de faire en sorte que les gens puissent avoir le plus proche de leur lieu de travail, parce que c'est aussi une question qui est posée. C'est pour ça que la diversité des moyens de transport est une réponse. Il n'y a pas que le tram, il n'y a pas que le bus, il n'y a pas que le train, il n'y a pas que le vélo. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le vivre en termes de complémentarité, avec le souci quand même de penser toujours au lieu de travail, c'est-à-dire l'activité économique. Il y avait juste une question derrière vous, je suis désolé. Bonsoir, je suis Fabrice Manti, je suis élu à Sedan, je suis élu à la métropole. Alors je vais faire ça en 2 temps. La première intervention, c'est peut-être remettre un peu quelques éléments de contexte. Vous parliez tout à l'heure de l'étude qui a été menée il y a quelques années, au moins elle a été menée. Le résultat, il est ce qu'il est, mais c'est un début. Et l'étude qui a été commanditée par Bordeaux Métropole, je ne suis pas certain que de votre côté, dans votre groupe, tout le monde soit bien d'accord pour la mener. En fait, ça, c'est un autre sujet. Excusez-moi. Attendez, excusez-moi, vous parlez de quel groupe? Vous parlez de quel groupe? Vous parlez de quel groupe? Excusez-moi. Je vous ai écouté, donc vous me laissez Oui, non, parler. mais vous m'avez interpellé mon groupe. Monsieur, Non, c'est pas vous sérieux. parliez du financement. Alors, juste à vérifier, la métropole a déjà voté la taxation des bureaux. Moi, je parle pas de financement. Non. Le financement, Sur il le faudra financement, après. Avant de attendez. financer, il faut décider de ce qu'on veut Tout faire. à l'heure, Exactement. il y a quelqu'un qui a posé la question du financement. Et il y a eu effectivement le fait de taxer des bureaux, et ça a déjà été voté en conseil métropolitain. Où je suis d'accord avec tout le monde, c'est que le métro, c'est un moyen complémentaire des éléments que nous avons déjà et qui ne sont pas suffisants, puisqu'on le constate au quotidien. On a des schémas qui sont mis en place, des schémas de déplacement, des schémas marche, des schémas vélo, des schémas qui vont réutiliser le fleuve, puisqu'on ne l'utilise pas du tout non plus. Et donc le métro, effectivement, arrive en complément, et je trouve que c'est une excellente chose. Alors maintenant, la question. Parce que je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui habite à Montussan et qui vient prendre le tram avec sa voiture et qui laisse sa voiture à la butinière, sauf qu'il la laisse quand il peut, parce que la butinière, à 7h30, 8h le matin, on ne peut pas laisser la voiture. Sur votre exemple tout à l'heure, vous avez pris Artigues, je ne sais plus quel était le point final. Gambetta. Alors, Gambetta, voilà. Alors si moi j'habite à Artigues, comment je fais pour aller à la Morlette? Je vais venir soit en vélo, mais je dis soit en vélo, à pied c'est quand même pas très simple, les bus il n'y en a pas des masses, donc je vais venir en voiture. La Morlette aujourd'hui, alors je suis élu à Sedan, je ne vais pas parler au nom de l'adjoint qui n'est pas là, mais quand je regarde les travaux qui sont menés sur la Morlette, il n'y a que des logements. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur. Donc je me dis, si j'habite à Artigues, que je veux prendre le métro à la Morlette, où je vais laisser ma voiture? Notre exemple était en bus, pas en voiture. Ah, d'accord. Oui, c'est en bus, tout Mais- est en transport en Mais commun. vous, vous avez calculé combien de temps ça fait? Oui, non, mais c'est ça. Bah oui, donc- c'était l'exemple. C'était l'exemple. Oui, oui. Avec le bus? Avec le bus. Ah bon, ça. Mais imaginons, Depuis Artigues, les naturels, si Ouais. vous voulez très mais exactement. imaginons que j'habite à Ivrac, qui est pas loin d'Artigues. Mais pas dans la métropole. C'est pas dans la métropole, je suis d'accord avec vous, mais Montussan n'est pas dans la métropole. Et pourtant, Saint-Vincent-de-Paul est dans la métropole. Mais juste, c'est pas une question de piège. C'est juste que je me dis, aujourd'hui, quand on imagine, et moi je suis élu, donc j'essaie de faire ce que dit monsieur, c'est-à-dire me projeter dans les années qui viennent,
Comment je fais pour dire aux personnes qui aujourd'hui se déplacent en voiture sur un parcours d'approche, vous allez pouvoir utiliser l'ensemble des transports collectifs parce que vous allez avoir de quoi laisser votre véhicule de façon simple et en sécurité. Vous parliez tout à l'heure du RER métropolitain, et Mme Mélier, elle le sait, puisqu'on en a déjà discuté de ce phénomène-là. On regarde les gares, par exemple sur le Nord Gironde, le matin, on ne peut plus laisser sa voiture. On ne peut pas garer sa voiture pour prendre le TER. Et je parle du Nord Gironde, je pourrais parler aussi pour Sud Gironde. On est d'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, pour compléter l'offre de transport collectif, ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Moi, je ne vais pas apporter un jugement sur le tracé, c'est pas à moi de le faire. Il y a une étude qui va être commandée, et j'espère qu'elle sera assez large pour qu'on ait le meilleur tracé ou les meilleurs tracés possibles. Parce que où je rejoins Geoffrey, c'est qu'il y a ce tracé-là que vous proposez, mais il faut aussi se projeter dans l'avenir, et l'avenir qui est assez proche finalement. Parce que 10 ans, c'est proche en termes de perspective. Donc comment fait-on, pour revenir à la question que je souhaitais vous poser, sans piège aucun, mais comment fait-on pour motiver les gens à laisser leur voiture pour emprunter l'ensemble des transports, et notamment le métro? Comment fait-on? C'est déjà l'attractivité d'un métro étant sa rapidité, ça suffit déjà en soi à convaincre quelqu'un. C'est-à-dire que si votre trajet de A à B grâce au métro est plus court qu'avec une voiture, déjà vous êtes déjà un petit peu convaincu. Si en plus avec le prix du gasoil vous constatez que votre ticket de métro, bus et tram est moins cher que votre aller, vous êtes encore un petit peu plus convaincu. Monsieur Romero, oui. Juste quand le tram est arrivé à Sedan, c'est exactement ce que nous avons entendu comme argument. Ouais. Qui était vrai, hein. À une époque c'était vrai. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Sauf que le tram, il n'a jamais été conçu pour être extrêmement rapide. Non, mais c'est pas. Oui, mais c'est plus rapide que si j'y vais à pied, en vélo ou avec ma voiture. Mais pas en voiture. Le problème du tram, c'est remontons plein de trajets, c'est plus rapide en voiture. Remontons dans le temps. Et je vous promets que l'argument, c'est pas celui-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut absolument que les gens utilisent les transports collectifs, il faut absolument donner un argument pour dire laissez votre véhicule et prenez un moyen de transport qui est rapide. C'est l'objet du projet en fait. Non mais oui mais non, c'est pas l'objet du projet, je suis désolé. Parce que l'objet du projet c'est de donner aux habitants une alternative justement. Excusez-moi, il n'est pas complet, je ne vais pas porter un jugement sur le tracé, etc. Les arguments, vous les avez, j'ai écouté et je les trouve très bons, c'est pas le problème. Je dis juste que je ne suis pas certain que la grande majorité des utilisateurs du véhicule personnel aujourd'hui, qui ont besoin de ce véhicule, les exemples que prenait Geoffrey et Mme Mélier tout à l'heure, ils sont là. Les gens partent de Bordeaux pour des raisons X, Y ou Z. Et on ne pourra pas mettre des personnes en face de leur lieu de travail, d'abord parce qu'il faut laisser le choix aux gens, et deuxièmement, au vu du prix du mètre carré vendu, je ne suis pas certain que tout le monde puisse habiter à côté de son boulot. Mais en fait, ça c'est un autre sujet. En revanche, je pense que ce qui me manque ce soir en termes d'arguments, c'est justement laissez votre voiture. On va créer des espaces pour laisser les voitures et vous pourrez prendre les transports collectifs et gagner le temps nécessaire que vous avez présenté tout à l'heure. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Juste deux choses. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais le métro est vraiment connecté à d'autres moyens de transport. Donc, le vélo, par exemple, Artigues-la-Morlaine, il suffit de traverser quand même la rocade. En vélo, ça se fait. Surtout, il y a le bus, le métrobus, les lianes, le RER. Le métro est vraiment hyper connecté aux autres modes de transport, individuels ou collectifs. On a même été jusqu'à imaginer un parc relais au niveau de Jauge entre deux mers. On pourrait très bien imaginer aussi éventuellement d'autres parcs relais. Et là, j'en viens à mon deuxième point. On parlait d'urbanisme et de projection à 30 ans. Il faudrait quand même aussi qu'on fasse attention avec les parcs relais d'enfin, parce que ça n'existe pas, de faire un retour d'expérience sur ces parcs relais. Est-ce que les parcs relais n'aggravent pas le problème auquel on veut répondre au final? Parce que les parcs relais, c'est quoi? C'est capter les gens qui se sont installés à l'extérieur, en périphérie, souvent pour avoir un jardin avec éventuellement une piscine, une maison individuelle,
est-ce qu'au final, on n'envoie pas un mauvais message avec le parc relais en disant allez-y, installez-vous plus loin, parce que de toute façon, vous pourrez revenir avec votre voiture et garer votre voiture au métro le plus proche. Donc, il faut faire attention à ça. Je ne dis pas que le parc relais est une solution à rejeter, je dis juste qu'il faut faire attention. Et je suis quand même très nuancé, donc je ne rejette pas la position. Il y a quand même une question de choix. C'est-à-dire que les gens qui vont habiter en périphérie, parce que moi j'entends beaucoup de choses, quand il y a eu le schéma des mobilités qui a été présenté pour Bordeaux Métropole, on a fait venir des graphologues, tout le monde était content, mais en fait il fallait plus se déplacer. Et à la limite, on expliquait à ceux qui habitent au milieu des centres commerciaux et qui n'ont pas choisi, parce que c'était leur niveau de vie, qu'il fallait développer de la culture autour d'eux, et qu'il fallait se débrouiller avec ça. Et moi je pense que la liberté de se déplacer est fondamentale. Donc je vous remercie pour ces travaux. Moi, pour avoir rencontré Baudrier, qui a travaillé sur le Grand Paris, il disait que c'était le plus dur, c'était d'obtenir le financement pour la première ligne. Et après, tout est arrivé. Il y a eu, je crois qu'il y a 2-3 lignes. Et après, ils ont eu les tramways par ramification et tout ça. Et c'est vrai que, en plus, il est intelligent, le tramway côté rive gauche, parce que pour nous, on sait les histoires en termes de Gradignan, le reste de la métropole, lié au fait qu'il n'y ait pas le tramway. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que je pense que ça a déjà été une erreur de l'allonger jusqu'à l'aéroport, surtout en voie unique, pour faire l'économie d'une voie, parce qu'on va y perdre en capacité alors qu'on va supprimer la ligne 1. Et c'est une bêtise. Surtout qu'arrivé devant au rond-point de John Fitzgerald Kennedy, on n'a pas financé de pont pour passer au-dessus de ce rond-point qui est très fréquenté. On n'a toujours pas de ligne ferroviaire qui dessert tout l'ouest, c'est-à-dire Lacanau, Lège-Cap-Ferré, pour ramener vers l'aéroport et compagnie. D'ailleurs, nous, on propose une vision 2 du RER bordelais qui va plus loin parce que la ligne de ceinture est encore sous-exploitée et on pense qu'on a des gens qui sont du couloir de la Genée, des gens qui sont du couloir de l'Arcachon et qui aujourd'hui, des navetteurs, on a fait des études, qui ne prennent pas les transports en commun parce que c'est trop compliqué d'arriver dans la ville-mère et justement parce que le tramway met une plombe de se redéployer. Donc on travaille sur des parcours alternatifs du RER qui pourraient emprunter le triangle des échoppes par revers et compagnie, qui pourraient être parfaitement complémentaires. Mais je pense qu'effectivement à terme, il faut prévoir une deuxième ligne qui irrigue l'ouest de Bordeaux, ça c'est certain. Et il y a une question que j'ai envie de poser technique, parce qu'à mon avis, on voit bien que les sols bougent à Bordeaux. La sécheresse, on a le centre historique, il y a des façades qui sont tombées, et j'ai vu que vous preniez le soin sur ce tracé-là d'éviter de passer dans le centre historique. Et je pense que dans la réflexion demain, je pense qu'il sera impossible de passer sous les façades des quais et compagnie. Enfin, je ne sais pas, parce qu'il y a des immeubles, aujourd'hui, il suffit de se promener sur les quais pour voir que c'est en étant en difficulté là-dessus. Alors c'est une question, moi je ne connais pas là-dessus, mais... Non, c'est des problèmes tout à fait différents. Le problème des sols et des immeubles qui s'effondrent, a priori, le seul point commun entre ces immeubles qui s'effondrent, c'est pas le sous-sol, c'est le défaut d'entretien. Mais après, on passe quand même dans l'hypercentre avec Gambetta, Mériadec, la Victoire, etc. Simplement, il y a déjà le tram qui passe en plein milieu. Donc à Sainte-Catherine, on ne va pas passer à Sainte-Catherine alors qu'il y a déjà le tram. Il y a un moment, ce qu'on veut pas, c'est que ça fasse doublon, que ça ne servirait à rien. Ni le métro aurait gagné, ni le tram. C'est pour ça qu'on a évité ça, plus que pour des questions de sous-sol. Le sous-sol, on a travaillé avec un ingénieur géotechnicien qui est un ancien du BRGM, qui a déjà travaillé sur le projet de métro des années 80-90, donc il connaît très bien le sous-sol. Et donc, en réalité, on a une couche dans le sous-sol qui s'appelle les marnes, et on creuserait essentiellement le métro dans ces marnes. Et on a creusé le métro de Toulouse également dans les marnes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on dit souvent que le sous-sol à Bordeaux est particulièrement mauvais. En réalité, on a exactement la même couche qu'à Toulouse. On peut tout à fait creuser dans cette couche. Oui, tout à fait. Et on oublie trop vite que sous Bordeaux, il y a déjà des tunneliers qui ont creusé. Ça a été creusé et il n'y a pas eu de problème, ça n'a pas mis à pied le centre de sous. Et d'ailleurs, ça a tellement peu traumatisé les Bordelais qu'il y en a assez peu qui s'en souviennent. Et même on l'apprend souvent. Ça a été... Mais moi je vais me permettre une réflexion. Alors, merci pour ces travaux et je pense qu'il faut de suite entamer un tracé d'une deuxième ligne. On l'a dans le... Non mais parce que pourquoi? Parce que pour donner sens pour se projeter, parce qu'on est déjà très en retard.
Non, mais c'est pas histoire de ça. Et il faut le travailler de manière Après, j'ai des convaincus. Après, j'ai des convaincus, mais pour le coup, après, ça va nous être proposé la Alors, moi, je représente la Fédération des usagers des transports. Je dois dire que j'ai participé aux études qui ont été faites, du transport, des usagers des transports. Et donc, j'ai participé aux ateliers et je peux témoigner que l'étude a été faite de manière très sérieuse, avec des spécialistes qui se sont exprimés. J'ai pu m'exprimer sans aucune difficulté. Donc après les compliments, le petit point, le reproche, c'est qu'on est parti de l'idée du métro a priori. Et que pour nous, il existe des solutions intermédiaires, telles que celles qui existent dans certaines villes d'Europe. Vous voyez qu'aujourd'hui, Bruxelles, après avoir creusé un tunnel entre la gare du Nord et la gare du Midi, qui a été utilisé dans un premier temps par les tramways, le transforme aujourd'hui en métro. Et cette idée, soit d'enterrer le tramway, soit de faire dans un premier temps un tunnel plus court, utilisable par les tramways dans un premier temps, et transformable ultérieurement en métro, permettrait de résoudre deux problèmes, le problème du financement et le problème de l'échéance de la terminaison. Ça n'aurait pas le problème de la capacité, de la saturation. Si on le transforme en métro après, si vous voulez, En quelle année? C'est sûr que c'est maintenant qu'on a besoin. voilà, non, mais Et après, c'est même. moi je fais ma proposition. Ma proposition, c'est que l'étude que fait la métropole, Il y a bien le temps sur les études. à côté de l'étude du métro, fasse étudier également le scénario du pré-métro ou le scénario de l'enterrement du tramway. C'est-à-dire qu'on partage tout à fait vos idées sur le fait que le tramway tel qu'il est actuellement est saturé, qu'une agglomération de 1 million d'habitants avec 4 lignes de tramway, ça ne tient pas la route, mais que vous avez vérifié effectivement que le financement le permettait, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, on ne fait rien d'autre. Enfin voilà, nous on souhaiterait que l'étude engagée par la métropole étudie également d'autres scénarios. On ne rejette pas le métro, mais on dit pourquoi ne pas étudier d'autres solutions. Alors, quelle autre, excusez-moi, mais quelle autre alors? Alors, soit la solution d'enterrer le tramway sur cette partie, ce qui permettrait d'améliorer sa vitesse commerciale, comme vous l'avez dit, elle est très faible, elle est de la moitié de celle du projet de métro, ou bien sur une ligne de métro en projet, on le voit d'ailleurs sur votre plan, il y a une partie par exemple du tunnel qui pourrait être fait sur la rive droite, dans un premier temps utilisée par des tramways. Et dans le futur, quand le tunnel serait construit complètement, on remplacerait le tramway par un métro. Et c'est-à-dire que le tramway, on enlèverait des rails actuels pour mettre dans un tunnel. Mettez-vous, allez voir à Bruxelles. À Bruxelles, c'est les mêmes rails, c'est le Oui, mais ça veut dire qu'on a on a investi en 2000, début 2000, on a investi sur un corridor, on va investir, même pas 30 ans après, 20 ans après, 25 ans après, on va investir sur le même corridor, pendant ce temps-là, d'autres territoires ne sont pas desservis ou même desservis. Enfin, qui pourrait comprendre qu'on refasse du Quinconce Victoire en pré-métro parce que le tram Quinconce Victoire ne suffit plus. Enfin, alors qu'à côté, il y a la Benoche qui est mal desservie, il y a le Brazac qui est mal desservi. Non, mais c'est pas pour. On prend par partie, on dit ça serait utile que l'étude. Mais tout à fait. Quitte à ce que ce scénario, si vous voulez, soit rejeté pour des raisons financières, comme vous le dites. Mais on n'est pas parti a priori sur le métro, on est parti a posteriori sur le métro, parce que le tramway ne suffit plus, donc on n'allait pas proposer plus de tramway, parce que le pré-métro ne nous semblait pas être une solution de réinvestir 20 ans après sur un même corridor, sans gagner en capacité en réalité, parce que c'est pas parce qu'on est en tunnel qu'on gagne en capacité. Par exemple, il y a un tunnel à Strasbourg, c'est pas pour ça que Vous gagnez en régularité déjà. En régularité, oui. Et à peine, parce que la régularité, elle se joue en réalité en bout de ligne. Et donc, si en bout de ligne, vous avez des problèmes, par exemple, sur le campus, vous aurez aussi des problèmes dans le tunnel. Je suis d'accord qu'il y a donc des avantages. C'est pour ça que c'est inconvénients. La seule chose que je demande, c'est que je propose, c'est qu'il doit être vraisemblable, ne serait-ce que pour
pour les éliminer parce que ça a tous les défauts que vous proposez, Vous souhaitez qu'on vous démontre via l'étude que votre solution est mauvaise. Voilà. Non, mais Ça va. Mais j'en suis pas convaincu parce que je peux vous citer Bruxelles, je peux vous citer Francfort, je peux vous citer Zurich, je peux vous citer des tas de villes qui ont recouru à ce dispositif. Donc, non, bien sûr. c'est pas des exemples, il y a des exemples. le tramway de Bruxelles et le tramway de Francfort ne datent pas d'il y a 20 ans. C'est la seule. À Francfort, vous avez un Stadtbahn, c'est-à-dire que petit à petit, les lignes de tramway sont enterrées, sont transformées Mais qui ne datent pas d'il y a 20 ans. Ah non, effectivement, vous avez raison. Oui, mais l'Allemagne, contrairement à la France, a modernisé en permanence ses tramways. Oui, mais il faut faire aussi par rapport à la réalité de notre Oui, territoire. mais je comprends vos arguments. Moi, je dis simplement, pourquoi ne pas réfléchir à... Oui, mais pourquoi pas, enfin, nous, ça nous dérange rien que cette étude-là soit complétée éventuellement de votre proposition, effectivement. Oui, je reviens, excusez-moi, sur le tracé et notamment sur le franchissement de la Garonne. Tout ce que je souhaite, c'est au moins que vous ne preniez pas encore de l'espace sur un pont, sachant qu'à Bordeaux, il manque au moins 2 ponts de franchissement. Et dans le schéma de mobilité qui a été voté par la métropole, il est prévu de faire une étude. Notre maire est un fervent défenseur de cette proposition, d'un pont en aval au minimum. Bon, non. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est dans les propos qu'on voit actuellement, on ne parle plus du tout de cette étude prospective sur ce pont, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Alors, de grâce, ne faites pas le coup du pont de Pierre, où on a encore supprimé l'accès, parce que vous le vouliez ou non, le véhicule indépendant, appelez-le voiture, moto, cyclo, tout ce que vous voulez, restera un moyen de circulation au sein du département et de l'agglomération. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, faire tout ce que vous voulez. Compte tenu de la géographie et de l'urbanisme de notre métropole, les gens utiliseront un véhicule indépendant. Il sera à oxygène, à pile, à vélo. Donc il faudra des franchissements. Nous n'avons pas assez de franchissements. Je vais me permettre de répondre à cette question et je voudrais après rebondir sur la question de M. Maury. Sur le sujet des ponts, lors de sa présentation en conseil de métropole sur le schéma fluvial, M. le maire a réinsisté sur la nécessité d'une étude en amont du pont d'Aquitaine. En aval. Pour moi, c'est parce que c'est oui. Par rapport à là où je suis. Oui. En tout cas, voilà, après le pont d'Aquitaine, ça a bien été redit et c'est pas plus tard que la semaine dernière. Il n'y a pas de doute sur la volonté de faire porter cette étude. 2032-2033 pour un métro, si on doit remonter sur un pont, on voit le temps qu'a mis le pont Simone Veil pour sortir de l'eau et pour être livré. Un nouveau pont, c'est à minima la même échéance, voire un petit peu plus long. Donc, effectivement, il est temps de se pencher sur la question. Sur ce que disait M. Moretti, je pense qu'il y a une réalité sur le sujet. Je pense que dès lors qu'on construit un moyen de transport avec des bornes, une de chaque côté, le moyen de rejoindre ces bornes, elle est quand même hyper importante. Et là, le travail collaboratif de Bordeaux Métropole avec les communautés de communes qui sont alentours, donc en l'occurrence pour l'exemple de Montussan, avec la communauté de communes de Saint-Loubès et donc plus largement avec le département, il va falloir réfléchir à ce que ces villes qui vont profiter de l'arrivée du métro réfléchissent au sein de leur communauté de communes pour une délégation sur les mobilités à des moyens de transport probablement directs sur les points d'attractivité de leur ville pour rejoindre le métro. Il va falloir que les communautés de communes qui portent la responsabilité de la mobilité s'en emparent également. Pour ce qui est de l'exemple d'Archig, moi je suis plutôt optimiste parce qu'aujourd'hui dans les projets qui vont être présentés sur le cadran nord de la métropole, donc sur tout cet arc de rocade qui va d'échangeur 26 jusqu'à l'intersection de la 10, il est prévu dans les projections de l'État 2 traversées mobilités actives, une du côté Artigues pour relier Artigues à Senon et une du côté Lormont pour relier Lormont à Lormont. Donc en l'occurrence pour relier de manière douce sur des mobilités là, pour le coup totalement décarbonées Artigues à Floirac, on aura assez peu de difficultés parce qu'on va se retrouver quasiment
sur des solutions à vélo qui seront efficaces. Alors, je voudrais intervenir, excusez-moi, puisque vous venez de parler de Lormont et des déplacements décarbonés, la ville de Lormont demande une étude sur la réouverture des 2 gares qui se trouvent sur Lormont. Donc, effectivement, il y a là la volonté, effectivement, de valoriser l'existant. Et valoriser l'existant au niveau chemin de fer. Ce qui fait que... Là, on a une gare qui est dans le Vieux-Bourg, une ancienne gare, et on a une ancienne gare qui est du côté de... plutôt... Qui n'est pas sur la ligne du La Ramade. La Ramade. Voilà. Et donc, je tenais quand même à souligner que la métropole va engager l'étude pour la réouverture de ces 2 gares. Et donc, on revient là sur un aspect, c'est effectivement comment on relance le RER métropolitain pour effectivement faire le lien entre la rive droite et la rive gauche. Parce qu'il y a des propositions qui ont été faites par le projet présenté par M. Bobol, qui donc met en évidence cette volonté de faire le lien entre les 2 rives. Mais déjà, par exemple, avec le RER métropolitain, on a des liens étroits entre Senon, Gare Saint-Jean, Pessac, comme on va avoir Senon, Gare Saint-Jean, la Médocine. Et donc là, des moyens de rallier assez vite, effectivement, les 2 rives. Ce qui ne veut pas dire que ça suffit, mais ça existe. Voilà, mais encore trop méconnu de la part des habitants sur la possibilité d'utiliser le RER métropolitain. C'est ce que je voulais souligner. Alors, sur l'étude concernant effectivement le métro, dans mon groupe, on est tous d'accord. Alors là, j'ai un camarade présent, discret, de mon groupe, il vous dira. C'est pour ça que quand M. Moretti pointe mon groupe en disant, il y a même... Non, on est 3. Mon président de groupe, plus mon camarade Jean-Claude Feugas, adjoint au maire de Lormont, et on est tous pour effectivement cette étude qu'on a effectivement soutenue et faire pour qu'elle puisse exister. C'est important parce que, je tiens à le dire, parce qu'il y a parfois des propos qui sont lancés à l'emporte-pièce qui n'aident pas à favoriser le débat. C'est pour ça que je tenais à repréciser les choses. C'est le groupe élargi. Non, il y en a qu'un. Tu veux parler de la majorité ça, métropolitaine? Ben oui, voilà, ça ne fait pas partie, c'est pour ça. Ah non, c'est pas pour ça que je dis ça. Il y a monsieur qui voulait poser une question. Je peux être beaucoup plus précis, s'il vous plaît. Oui, il faut faire attention. Merci, Geoffrey. Je fais attention. Il y a quelqu'un qui voudrait poser une de la mémoire. Merci Geoffrey pour l'invitation. Moi je m'appelle Karim Essaï, je suis adjoint aux finances à Artigues, mais je suis un ancien adjoint à l'urbanisme, je suis un ancien adjoint à l'urbanisme, aux mobilités, aux côtés de Geoffrey pour la commune voisine. J'ai beaucoup apprécié qu'on parle beaucoup d'Artigues, petite commune hors rocade. Mais parce qu'on les avait invités, on n'a pas eu de réponse. Eh ben, vous avez l'adjoint en finance. Moi, Geoffrey m'a envoyé un mail, je suis là. J'ai pas reçu de mail de votre part, pardon. Bon, néanmoins, au-delà de... Moi, je m'interroge sur... j'ai pas de doute sur la nécessité d'un métro, ou la nécessité plutôt d'un transport en commun super méga efficace. Le tram est un transport en commun lourd qui a permis de faire beaucoup d'urbanisme. Vous citiez les 2 gens. Ça fait beaucoup d'urbanisme. Il y a beaucoup de vertus au tram. Ça a désenclavé une partie de la rive droite notamment, mais la rive gauche par ailleurs. Mais je pense que, vu le solde migratoire d'Artigues, je ferai en parler tout à l'heure, de la métropole et de la Gironde, on a besoin d'un transport super méga efficace. Je n'ai pas d'autres mots que vous dire. Et pour ça, le tram, aujourd'hui, le métro est pour moi le seul outil qui a cette efficacité-là. Sauf que moi je m'interroge du coup sur les bornes, vous en parliez tout à l'heure, les têtes de pont, faire un terminus à Senon, c'est pour moi pas envisager la suite. Vous ne vouliez pas créer d'appel d'air et encourager l'étalement urbain, mais néanmoins il y a quand même des gens qui habitent là-bas, il y a 10 000 personnes qui viennent
dans la métropole, mais 10 000 qui viennent en dehors de la métropole. L'encombrement, il n'est pas dû qu'aux métropolitains, il est aussi dû aux pendulaires qui viennent de Montusson, d'Ivrac d'ailleurs, et des fois de beaucoup plus loin. Donc la tête de pont, pour en finir là-dessus, pour moi, doit plutôt être aux limites de bord de métropole, et pourquoi pas Arty, qui est quand même la porte de l'André. C'est l'exemple commun. Et Geoffrey, ça fait une demi-heure que j'essaie de lever la main, Geoffrey m'a piqué mon intervention. Donc, du coup, vous l'avez qu'à moitié, mais une partie de mon intervention, c'était justement la gouvernance. C'est des sujets qui sont extrêmement longs. Moi, j'étais à l'école d'archi en 2002 quand je suis arrivé. On parlait du franchissement Jean-Jacques Bosque. On va le voir en 24, s'il fait beau. Vous voyez. Donc là, on parle du métro. Dans 30 ans. Et la nécessité d'embarquer les communautés de communes, je l'ai entendu parler, je ne sais plus qui le disait, Geoffrey en a parlé aussi, les communautés de communes autour, elle est fondamentale, mais on a indéniablement un problème de gouvernance, un problème institutionnel avec les autorités organisatrices des mobilités, où non, c'est pas notre truc qu'on ne paye pas. Cestas bénéficie très largement, Léognan bénéficie du tramway, pas un euro ou presque, et c'est pas une question là pour le coup financière, c'est juste, il faut embarquer ces collectivités-là, parce qu'il y aura nécessairement des endroits où il faudra se garer et surtout pas faire une gare terminus au milieu de la métropole. Parce que pour moi, ce nom, c'est central quand même par rapport à la métropole. C'est pas une commune hors rocade, comme peuvent l'être. Déjà bien desservi. Voilà. Saint-Médard-en-Jalles en est une, Artigues en est une autre. Pourquoi ce nom La Morlette? Tout simplement parce qu'on parle quand même d'un moyen de transport qui coûte 100 millions d'euros du kilomètre. Donc à un moment, il faut s'arrêter. Parce que après, nous, si la Cali met au pot, si l'État met au pot, si Artigues paye aussi, on va... Le poteau d'Ivrac à Artigues était la gare de départ. Le tram allait jusqu'au poteau d'Ivrac à Artigues et c'était la gare de départ pour Libourne. Donc on était bel et bien dans cette organisation-là. Exactement. Voilà, moi je viens de Savoie, je ne suis pas très loin, mais... Et donc il existait bel et bien le poteau d'Ivrac, c'est pas un centre commercial qui est tombé de nulle part. Il y avait à l'endroit de cette ancienne poissonnerie, c'était un hôtel gare du terminus du tram. Et on descendait du tram ici et on embarquait un autre système de transport en omnibus qui allait directement à Libourne. Donc la nécessité des bornes, quand on fait un métro et quand il accouche en 30 ans, ne faisons pas les petits bras et poussons l'étape d'après. J'ai rien à dire sur le reste du parcours parce que je ne suis pas qualifié et je suis arrivé en retard, je n'ai pas eu l'explication en détail, mais les deux points terminaux sont pour moi fondamentaux. Il faut se rappeler quand même que quand on lance le projet en 2018, personne ne parle de métro à la métropole. Donc moi ça faisait déjà... Vous avez de trop mauvais souvenirs. Ça faisait déjà 10 ans que je travaillais dessus, je prêchais dans le désert depuis 2009. Donc, alors si maintenant on dit allons-y, on est tous pour le métro, on met sur la table 5 milliards d'euros, allez-y, soyez plus royaliste que le roi si vous voulez. Mais en attendant, nous quand on a conçu le projet, on n'était pas non plus, c'était pas le projet phare. Donc déjà 2 milliards d'euros, quand on a imaginé un projet à 2 milliards d'euros, on était à se dire, est-ce que c'est vraiment crédible un projet à 2 milliards d'euros? Donc vous imaginez... C'est le budget métropolitain. Ouais, mais ça les élus en 2018, ils n'étaient pas sensibles à ça. Donc il a fallu les sensibiliser à ça. C'est maintenant qu'ils sont sensibilisés à ça que maintenant on se dit, pourquoi pas aller jusqu'au poteau d'Ivrac. Mais il y a... Je peux partir tranquille. Il y a 3-4 ans, on n'en était pas là. Et pourquoi ce nom aussi? C'est justement pour ne pas insulter l'avenir. À ce nom La Morlette, soit vous pouvez remonter ensuite direction Lormont, soit vous pouvez traverser la rocade de l'autre côté direction Artigues. Et Florac au sud. Florac un peu moins vu l'orientation de la ligne. Mais ça demande après un coup, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, c'est pour ne pas insulter l'avenir qu'on s'arrêtait là et charge à nos enfants, vos enfants, de décider la suite, parce qu'on ne va pas tout faire non plus. Je pense qu'il y a un chiffre qui est important aussi quand on parle d'étalement urbain, quand on parle de temps. Il faut quand même avoir un chiffre bien précis en tête. On a 70 000 véhicules chaque jour, 70 000, qui traversent Lormont-Senon-Florac pour aller de l'autre côté.
alors sans doute 70 000 autosolistes, ou pas loin, donc on doit avoir 80 000 personnes. Donc grosso modo, si on pouvait déjà apporter une solution à cela à travers le métro, je pense qu'on aura déjà apporté une solution importante à des gens qui utilisent leur voiture de manière, pour l'essentiel d'entre eux, contrainte. Je reviens à un exemple aussi qui a été pris par M. Moretti, mais je crois que c'est toi Fabrice qui disais ça, sur l'allongement jusqu'à l'aéroport. Je crois que tu parlais de la... Ah, c'était monsieur. Pardon. Aujourd'hui, quand je prends le tram à Lormont, si je veux aller jusqu'à l'aéroport, dans la nouvelle ligne, c'est quasiment 1h20. Oui. Quand il n'y a pas de circulation en voiture, c'est 23 minutes. Donc aujourd'hui, malgré toute la bonne volonté d'avoir une démarche plutôt vertueuse envers la planète, on ne pourra pas dire à quelqu'un, utilisez un transport en commun qui met 1h30, si votre transport du quotidien, il en met 25 minutes. Et c'est là qu'on a un transport qui va quand même 3 fois plus vite que le tram. Je pense qu'on aura des solutions pour relier des points d'activité qui sont quand même plus efficaces. Aujourd'hui, on renonce au tram, on renonce au bus. On a la chance à Lormont d'avoir la ligne de bus la plus efficace de la métropole, c'est 19 km/h de moyenne. 19 km/h. Un VAE, un vélo à assistance électrique, aujourd'hui c'est 25 km/h. Donc autant se dire que tous nos transports en commun aujourd'hui... C'est pas 25, c'est 25 mètres, c'est pas 25 oui, non, mais c'est pour se dire qu'aujourd'hui, dans le choix, vous avez le choix d'un transport en commun qui est majoritairement moins efficace que tout le reste en termes de rapidité de transport. Alors quand même que je rajoute, au niveau de la rapidité de transport, il y a une méconnaissance totale du RER métropolitain, notamment par rapport aux habitants de la rive 3. Parce qu'effectivement, ils pourraient utiliser au niveau des gares de Bassens et après revenir Lormont, c'est à l'étude pour la réouverture, et après aller sur Senon. Et après de Senon, on peut aller effectivement sur, que ça soit Pessac, voilà. Et on sait que entre Senon, Gare Saint-Jean, Pessac, 14 minutes en RER. C'est pour ça que le RER métropolitain est un moyen de déplacement rapide, mais qui est trop méconnu. Trop méconnu. C'est pour ça que, mais il ne s'oppose pas à la création du métro. Il permet de répondre immédiatement aux questions de déplacement, alors que le métro... Il impose le métro. Mais en même temps, il faut le projet à long terme, comme on dit, effectivement avec le métro. Mais mesurons bien, l'un et l'autre s'alimentent. Alors après, saturation du tramway, on sait qu'aujourd'hui, il y a une telle saturation que les jeunes aujourd'hui ont décidé de ne plus prendre une grande partie le tramway et se sont rabattus sur le vélo. Mais jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que le RER métropolitain permet de répondre immédiatement, effectivement, aux besoins de déplacement le plus rapide. Alors, si je peux me permettre, je suis premier adjoint à la commune d'Ambès. J'ai pris le train et en fait le bus. Je prends que les transports en commun. Le train, le gros souci, c'est que vous l'avez pris en fait une fois le train. Oui, de Bassins, enfin d'Ambarès jusqu'à Bordeaux. Oui. Quand vous arrivez à monter dedans, c'est déjà bien. Eh bien oui. Donc il n'y a pas assez de... Tout à fait d'accord avec vous. Mais les gens sont prêts à prendre les transports en commun. Mais mettez à disposition. Et on parlait de parking tout à l'heure en Barès. On voulait vous garer, ben vous ne pouvez pas. Donc vous faites quoi? Vous prenez la voiture et puis vous allez ailleurs. Donc c'est le contenu. Enfin moi je pense, et je rejoins un peu tout à fait monsieur, sur le point de départ de Senon, s'il n'y a pas les aménagements pour arriver à la gare de Senon, pour le métro, ça sert strictement à rien. Ça sera de l'argent qui sera un peu perdu. Et c'est ça qui est dommage. Le tram, c'était une très bonne solution pour dépanner, pour accéder en fait au parking ou pour arriver au point de départ du tram. C'est très compliqué. Là aujourd'hui, j'ai pris le tram, je le prends à Bassins, d'Ambès pour aller jusqu'à Bassins. Et quand vous arrivez en fait du côté, en fait, sur le plateau là-haut, dans les bouchons, ben, vous mettez 1 heure pour y arriver. Ben, vous dites, ben, j'aurais dû prendre en fait la voiture pour la Bordeaux. Donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est que les idées sont très très bonnes, mais les aménagements pour arriver sur les points de départ,
c'est là où ça manque. Alors, sur cette question-là, les aménagements, c'est en cours de préparation, ce qu'on appelle les pôles d'échange multimodaux, pour permettre effectivement le stationnement des voitures, des bicyclettes, etc. Ça, c'est maintenant, c'est en cours de création. Non, sauf ce qu'on constate, il y a visiblement une philosophie anti-bagnole. Et parce qu'il ne parle pas uniquement que du stationnement, il dit l'accès. Quand vous prenez votre voiture pour aller à ce parking, on vous fout de plus en plus des rues étroites, on vous fout de plus en plus de ralentisseurs, etc. Vous mettez de plus en plus de temps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors on vient d'avoir un exemple magnifique devant le cimetière, extraordinaire. L'ingénieur qui a conçu la chicane devant le cimetière Lormont mérite une médaille. Franchement, ça, on n'a jamais vu ça. En 91, là ici, prenez en fait les bus là dans la chicane et les ornières. Deux bus ne peuvent pas se croiser. Donc ils sont obligés de s'arrêter. C'est dommage. C'est dommage. Vous avez raison. Alors moi j'habite de l'autre côté de Lormont et la gare la plus proche, c'est la gare de Sainte-Eulalie. Oui. Mais jamais de ma vie, je n'irai à Bordeaux en utilisant le train, pour une seule raison. C'est que de toute façon, je ne peux pas m'y garer. Le seul moyen d'y aller, c'est d'utiliser, à la limite, mon vélo. Il y a 3 arceaux vélo, donc dès qu'on est 3, c'est fini. Et après, la voiture, il y a à peu près 20 places anarchiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parking. Hein. Une gare sans parking. Il y a 20 places anarchiques, donc vous laissez votre voiture le matin, vous ne savez pas trop. Alors vous allez sans doute la récupérer, mais comment, vous ne savez pas trop. C'est un vrai problème. Et l'intermodalité, les gens ne choisissent les transports en commun que si c'est plus sûr et plus efficace que la voiture. Tant que c'est pas plus sûr et pas plus efficace, les gens restent en voiture. Alors quand même que je réponde, effectivement, c'est prévu. Oui. Effectivement, le pôle d'échange multimodal à Sainte-Eulalie, effectivement, c'est aujourd'hui que les décisions se prennent et les études sont terminées et maintenant, c'est les travaux qui vont commencer. Vous avez entièrement raison. Voilà. Mais merci de permettre de parler effectivement du RER, des pôles d'échange multimodaux, pour permettre effectivement l'utilisation le mieux possible de, comme le disait le monsieur, pour accéder aux gares dans les meilleures conditions. Et ce serait encore mieux si le contribuable de Sainte-Eulalie payait aussi une participation. Mais c'est en cours de réflexion cet aspect-là. Si les travaux commencent, il serait temps de réfléchir. Non, je ne vous ai pas dit que. Mais c'est actuellement en cours de réflexion sur la manière, puisque Sainte-Eulalie n'est pas dans la métropole, mais qu'en même temps, c'est en fait la gare. Voilà. Attendez, moi j'ai rien dit sur le métro de méchant. C'était pas méchant, c'était taquin. C'est taquin, oui. Si je peux me permettre, il y a quelques années, en fait, avec la commune d'Ambès, on avait mis en expérimentation une journée d'Ambès jusqu'à Bordeaux-Centre en train. Il y a une voie de freitage qui a été refaite il y a quelques années, qui est toute neuve, qui est utilisée 2 fois par mois. Et encore. C'est pour Kobogal qu'ils l'ont fait. Ah oui. Elle était inutilisable. Elle n'est pas utilisée. Vous connaissez quelque chose du sujet? Alors qu'il y aurait justement des études, et ça ne coûterait pas très très cher, de mettre une machine qui prendrait Saint-Vincent, qui prendrait en fait Sainte-Eulalie, et qui irait en fait jusqu'à la gare de Senon. Alors, un élément de réponse, cette ligne n'appartient plus à la SNCF. Ce sont effectivement les patrons du secteur qui ont financé cette ligne-là. Elle appartient à une filiale du port qui s'appelle Capilrail. Comment? Elle appartient à une filiale du port qui s'appelle Capilrail. Voilà. Donc ça fait partie du réseau capillaire du port. Moi je suis un ancien salarié du port. Et c'est le port qui l'a créé pour desservir les usines du Bec d'Ambès et notamment Kobogal qui faisait un trafic routier de bouteilles. Donc, c'est pas pour améliorer le trafic portuaire. Visiblement, ça a surtout amélioré le report vers le fer plutôt que vers le fleuve. Mais en tout cas, cette voie existe, elle est propriété d'une filiale du port et elle ne sert qu'à une seule boîte qui l'utilise que très peu.
Ben oui, mais enfin, après, quand on parle je dirais, d'idées et d'éventualités, en fait, une ligne qui sert une fois par mois pour du coco-pop, qui en plus n'a plus beaucoup d'activité sur la pointe, donc en fait, on se pose des bonnes questions. Et vous avez raison, ça pose la question du service public. Et là, c'est plus un service public, puisque c'est une entreprise privée qui gère. Oui, vous voyez ce que je veux dire? D'où l'importance de maintenir des services publics, et notamment au niveau des transports en commun, que ça soit pour le tramway. Mais voyez ce que je veux dire? Il existe une ligne, elle est gérée par le privé, et malheureusement, on ne peut... C'est le port, d'accord, mais elle n'est pas ouverte au public. Il est autonome. Parce que c'est pas une gestion publique. Il est autonome. Aux normes du fret. Pour le Et fret. pas aux normes du voyageur. Voilà, elle est aux normes du fret. Il y a une question de longueur de train, Ah ouais. etc. Pour le voyageur, c'est différent. Il a raison, monsieur. Elle existe, elle est là, elle est sous nos yeux, on ne peut pas l'utiliser. Et elle va jusqu'à Bassins, on connaît tout le problème de la circulation et des voies de chinte pour aller à Bassins, pour chanter justement le gros plat de nouilles entre la Lys et la... Et donc tout le monde passe par la zone industrielle de Bassins, ça devient le train arrive jusqu'aux portes de Lormont, jusqu'au H41 bis, tu sais, en bas de la côte de la Garonne. Et la métropole a aidé au financement. Ah oui. Bientôt on va parler du train. Non, peut-être. Elle est sympa cette réunion publique sur le train. Merci. Mais c'est juste pour pouvoir arriver à la gare Senon. Voilà, pour arriver à la gare de Senon. Donc, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être venus, vous êtes déplacés pour les débats, pour les échanges. Merci donc aux deux amis qui sont présents et qui